Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a été la cible ce vendredi d'attaques. Des attaques qui étaient toujours en cours en début d'après-midi. 4 assaillants auraient été neutralisés, aucun bilan disponible. Au Zimbabwe, le président en exercice du principal parti d'opposition Nelson Chamisa a été investi candidat à l'élection présidentielle prévue cette année, la première depuis la fin de règne de Robert Mugabe. Et puis au Sénégal, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est fixé pour objectif de doubler les échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal. C'était lors de la 3e étape de sa tournée africaine. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Il s'agit de l'information de la journée. La capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, a été la cible ce vendredi d'attaques en plein centre-ville. Des attaques qui étaient toujours en cours en début d'après-midi. Des échanges de tirs intenses ont été entendus et un véhicule, celui des assaillants, vu en feu sur la chaussée. Selon des témoins, 5 hommes armés sont sortis d'une voiture et ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade de France. L'attaque a visé l'ambassade de France et l'état-major général des armées à Ouagadougou. Aux dernières nouvelles, 4 assaillants auraient été neutralisés. Aucun bilan n'est disponible pour l'instant, mais on parle d'attaques terroristes. Au Zimbabwe, le président en exercice du principal parti d'opposition, Nelson Chamisa, a été investi candidat à l'élection présidentielle prévue cette année. Il s'agit de la première élection depuis la fin des 37 ans de règne de Robert Mugabe. L'annonce a été faite par le parti. Voici les détails. Le Conseil national du parti a confirmé Maître Nelson Chamisa comme son véritable chef et candidat à l'élection présidentielle de 2018, a annoncé un porte-parole du mouvement pour le changement démocratique MDC, Luc Tamboriyoka. Cette décision, annoncée à l'issue d'une réunion de 6 heures de la direction du MDC à Harare, tranche au moins provisoirement les rivalités qui agitent le parti depuis la mort le mois dernier de son chef historique, Morgan Tsvangirai. Fondateur du MDC, Tsvangirai est décédé le 14 février à 65 ans des suites d'un cancer du côlon à Johannesburg où il était soigné. Avant même sa mort, les 3 vice-présidents du MDC avaient revendiqué la succession du chef malade, menaçant le parti d'exploser à quelques mois seulement des élections. Nelson Chamisa, qui se prévalait d'avoir été nommé président par intérim, a finalement remporté la course pour la succession. Ces dissensions ont ouvert un boulevard au nouveau président du pays, Emmerson Mnangagwa, qui a été investi candidat du parti au pouvoir, la ZANU-PF, pour les élections générales. Cacique de l'ancien régime, Mnangagwa, surnommé le crocodile, a pris la tête du Zimbabwe après la démission forcée en novembre dernier du président Robert Mugabe au terme d'un règne sans partage de 37 ans. Il a promis à plusieurs reprises que les élections seraient justes, libres et crédibles. Plus de 5,3 millions d'électeurs ont déjà été enregistrés pour ces élections, a annoncé ce jeudi à la presse la présidente de la commission électorale, Joyce Kazembe. 3e étape de la tournée africaine du président Recep Tayyip Erdogan. Le dirigeant turc s'est fixé pour objectif jeudi à Dakar de pratiquement doubler les échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal. Ceci après avoir annoncé la veille à Nouakchott en Mauritanie une contribution turque de 5 millions de dollars pour la force antiterroriste du G5 Sahel. Voici les images. Un nouvel élan dans les relations entre le Sénégal et la Turquie pointe à l'horizon avec la visite du président Recep Tayyip Erdogan à Dakar. Le dirigeant turc et son homologue sénégalais se sont désormais fixés pour objectif de doubler pratiquement les échanges commerciaux entre leurs deux pays. Le président m'avait suggéré de porter le niveau des échanges commerciaux à près de 250 millions de dollars américains. Nous y sommes déjà en 2017 et là, une nouvelle barre a été fixée conjointement à près de 400 millions de dollars et nous allons travailler ensemble pour atteindre et même dépasser cet objectif. Nous poursuivons aussi des discussions pour que le Sénégal puisse exporter à terme de l'arachide en Turquie pour d'ailleurs atténuer le déficit commercial en notre défaveur et la Turquie
apprécie dans la bonne direction ce commerce entre la Turquie et le Sénégal en matière d'exportation d'arachide. Selon le président turc, il ne s'agit pas de consommer ou d'exploiter les ressources africaines, mais surtout de partager des expériences avec leurs partenaires du continent. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, le président Erdogan a entrepris de renforcer les liens entre la Turquie et le continent africain. À Dakar, troisième étape de sa tournée africaine, le chef de l'État turc a également plaidé pour une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, estimant que les 5 membres permanents, États-Unis, Russie, Royaume-Uni, Chine et France, ne doivent pas à eux seuls décider du destin du monde. Recep Tayyip Erdogan doit achever ce vendredi sa tournée africaine par une étape de quelques heures au Mali. Du Sénégal, rendons-nous au Tchad où les syndicats ont été reçus jeudi par le président Idriss Déby Itno alors que le secteur public achève sa 5e semaine consécutive de grève. Une information confirmée par des sources syndicales. Le président Déby nous demande de renouer le dialogue pour mettre un terme à la grève qui paralyse les secteurs vitaux, à savoir l'éducation nationale et la santé, a indiqué une source syndicale, membre de la Confédération libre des travailleurs tchadiens, réputée proche du pouvoir. Le président a indiqué que les mesures d'austérité ont été prises en conformité avec les bailleurs de fonds, a expliqué la source de la CLTT. En janvier, l'État avait acté une coupe dans les salaires des fonctionnaires, enclenchant un important mouvement de grogne sociale. La rencontre a été confirmée par un autre syndicaliste, membre de l'Union des syndicats tchadiens. Ni les médias publics, ni la présidence tchadienne n'avaient fait état de cette rencontre jeudi soir. La plateforme syndicale, qui regroupe l'UST et 2 autres syndicats, a indiqué qu'ils se réuniraient vendredi pour discuter ensemble de la réponse à apporter, selon Michel Barka, président de l'UST. Pour notre part, nous avons suggéré au président Déby que s'il veut faire des économies, il faut que le gouvernement fasse un audit du nombre des fonctionnaires de la fonction publique et qu'il assainisse le fichier de la solde où il y a des agents fictifs et des doublons, a encore déclaré le syndicaliste de la CLTT. Réclamé par les syndicats depuis plusieurs mois, cet audit doit mettre en lumière le nombre de fonctionnaires fantômes du pays. Le pays de près de 15 millions d'habitants compte environ 92 000 fonctionnaires civils. Pour rappel, depuis fin janvier, tout le secteur public tchadien est en grève. D'abord mobilisé contre un projet de loi de réduction des salaires des fonctionnaires finalement abandonné par le gouvernement, les mouvements sociaux ont repris quand les fonctionnaires se sont rendus compte de coupes effectives dans leur salaire à la fin janvier. Au Nigeria, la justice a ordonné mercredi la confiscation définitive de 2 appartements de luxe d'une valeur de plusieurs millions de dollars appartenant à l'ex-ministre du pétrole, Diezani Alison Madueke. Cette nouvelle saisie intervient dans une énième affaire de corruption touchant cette proche de l'ancien président Goodluck Jonathan. Reportage. Le juge demande la confiscation définitive des biens de Diezani Alison Madueke, situés dans 2 riches quartiers de Lagos, la capitale économique du Nigeria. La Haute Cour de justice de Lagos a établi que ces appartements avaient été respectivement achetés pour 2,9 millions d'euros et 950 000 euros par des entreprises appartenant à l'ex-ministre du pétrole. Diezani Alison Madueke, qui fut ministre de l'ancien président Goodluck Jonathan jusqu'en 2015, est la première femme à diriger l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, est également au centre de plusieurs enquêtes pour blanchiment d'argent et corruption aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie. Elle est actuellement en liberté sous caution à Londres après avoir été arrêtée dans le cadre d'une enquête britannique sur un vaste scandale de corruption internationale. Plusieurs de ces maisons et appartements ont déjà été saisis par la justice ces derniers mois. En octobre, l'ex-ministre s'était vu confisquer plusieurs propriétés à Lagos, Abuja et Port Harcourt, évaluées à 6,1 millions d'euros. En août dernier, un juge avait également ordonné la saisie d'une luxueuse propriété d'une valeur estimée à 37,5 millions de dollars à Lagos.
Ils étaient plusieurs dizaines de magistrats et d'avocats tunisiens à manifester hier jeudi en Tunisie. C'était devant un tribunal près de Tunis pour protester contre ce qu'ils ont qualifié de pression policière sur la justice. Plus de précisions à travers ces images. Tout est parti d'une scène observée lundi. Des policiers en uniforme et en civil s'étaient rassemblés devant le tribunal de Ben Arous. Ils y sont rendus pour soutenir 5 de leurs confrères interrogés par le parquet. Ceux après avoir été accusés de torture par un prévenu. Les agents ont scandé des slogans appelant à la liberté des policiers, provoquant un tollé chez plusieurs organisations qui les ont accusés de porter atteinte à la bonne marche de la justice. Ce qui s'est passé porte atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire parce qu'une pression a été exercée sur le procureur de la République et le juge d'instruction chargé de la question de la torture. Il y a une pression sur eux pour qu'ils n'exercent pas leurs fonctions de manière indépendante et impartiale. Les agents de l'ordre ne sont pas au-dessus de la loi et sont chargés de protéger les institutions étatiques. L'État ne fait pas son devoir et ne fait pas ce qu'il faut faire en ce qui concerne surtout la justice et la magistrature. Malheureusement, le système judiciaire est devenu manipulé par tout le monde. Il n'y a pas de véritable immunité et de protection réelle pour que les juges fassent leur devoir. La pression exercée par les forces de sécurité sur les magistrats et avocats est très dangereuse, étant donné qu'elles ont forcé le juge d'instruction à libérer les agents de sécurité. Des agents armés se tenaient devant le tribunal et nous avons des photos le prouvant. C'est un précédent dangereux et inacceptable. L'activisme des syndicats de police, dont des représentants sont souvent invités sur les plateaux de télévision, fait régulièrement polémique en Tunisie. Des organisations de la société civile les accusent d'ingérence dans les affaires politiques et judiciaires. En Afrique du Sud, un couple de botanistes britanniques est porté disparu. La justice sud-africaine a placé jeudi en détention provisoire un homme et une femme soupçonnés de cet enlèvement et d'avoir des liens avec le groupe djihadiste État islamique. Reportage. Fatima Patel et Saifidine Aslam Delvicchio sont apparus pour la première fois devant un tribunal de Verulam, près de Durban, en Afrique du Sud. Respectivement âgés de 27 et de 38 ans, ils ont été arrêtés la semaine dernière. Au terme d'une brève audience, le juge a décidé d'écrouer les deux accusés ainsi qu'un complice présumé poursuivi pour des délits moindres jusqu'à une prochaine audience fixée au 6 mars. En effet, le couple de suspects est accusé du kidnapping en février de Rhodes et Rachel Sanders en vacances dans la province du KwaZulu-Natal. La police sud-africaine s'est lancée à leur recherche jusque-là en vain. Leur véhicule a toutefois été retrouvé portant de nombreuses traces de sang et leur compte en banque vidé de près de 60 000 €. Cette affaire a un intérêt international évident. Et dans ces cas-là, nous sommes toujours ouverts à la collaboration avec des agences internationales, mais nous n'allons pas prononcer de nom à ce stade. Nous ne les avons toujours pas retrouvés. Une équipe spéciale est à leur recherche en ce moment. Nous avons aussi mis en place un centre d'opération opérationnel 24h/24. Nous n'enregistrons pas de menaces terroristes imminentes dans notre pays. Nos agents de lutte antiterroriste sont vigilants et ont toujours été prêts à intervenir en cas de menace. La police soupçonne en outre le couple d'être proche de l'État islamique. Selon elle, ils auraient notamment hissé dans une réserve du KwaZulu-Natal un drapeau noir aux couleurs de l'organisation djihadiste. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.